Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On revient un petit peu de notre série sur l'année 2021, après quelques vidéos sur Kubrick. Et on revient pour parler d'une des plus grosses sorties, peut-être même la plus grosse sortie de l'année dernière, donc Dune, qui est d'autant plus attendue que c'était pendant longtemps considéré comme le film maudit au cinéma par excellence. C'est assez connu aujourd'hui, mais il y a eu plusieurs tentatives d'adaptation dans les années 70-80, sur lesquels on va revenir, d'adapter Dune donc sur grand écran, qui est à la base un roman de Frank Herbert, ou plutôt une série de romans de science-fiction appelée le cycle de Dune. Dune, c'est le premier de ce cycle. Aujourd'hui on parle du dernier film de Denis Villeneuve, donc Dune. Donc comme je l'ai dit, Dune et le cinéma, c'est une longue histoire, et une histoire essentiellement semée d'embûches. Le roman est publié en 1965, et dans les années 70, le premier à vouloir s'y essayer, c'est Alejandro Jodorowsky, qui était très proche de commencer le film. Il y avait déjà de nombreux acteurs qui devaient y participer, entre autres Orson Welles, Mick Jagger et Salvador Dali. Et il y avait aussi quelques groupes qui avaient été contactés pour composer la bande originale, notamment Pink Floyd, Magma et Grateful Dead, je crois. Des groupes de rock progressif, donc. J'avais déjà parlé du lien de cette musique avec la science-fiction dans ma vidéo sur 2001. Sauf que le film n'est pas tourné parce que les producteurs ont lâché Jodorowsky quand il a commencé à évoquer un film de 12 heures. Et il y a aussi Ridley Scott qui a commencé à travailler sur le script de Dune. Mais c'est surtout en 84 que sera adapté le premier Dune au cinéma, réalisé par David Lynch, avec Kyle MacLachlan et Sting notamment, dont la bande originale a été composée par le groupe Toto, une bande originale qui est très sympa d'ailleurs, plus que le film en tout cas, qui sera un échec commercial, renié par David Lynch, qui sera crédité au générique comme Alan Smithy, du moins pour la version télé. Et donc au fur et à mesure du temps, c'est un film potentiel qui a acquis la réputation d'être inadaptable au cinéma, une légende qui s'est aussi accrue par le nombre de personnalités qui est à chaque fois liées au projet. C'est à chaque fois des grands cinéastes, des grands acteurs, des grands artistes, et même des grands groupes pour les bandes originales. Et donc quand j'ai entendu qu'un nouveau Dune allait être réalisé, c'est un sentiment qui est à la fois une exaltation et une crainte de voir ce que ça allait donner au cinéma. Et alors en tant que fan du cinéma de David Lynch, j'avais bien sûr vu le film il y a quelques années, mais je me rappelais pas de grand chose à vrai dire. Je me rappelle surtout que j'avais quasiment rien compris en fait, et que j'avais pas beaucoup aimé le film. Et ce qui a été fait avec celui-là, c'est que l'histoire a été considérablement simplifiée, et ce qui a été décidé, contrairement à ce qu'avait fait David Lynch, c'est de scinder le film en plusieurs parties, ce qui fait qu'avec le même temps, il est même un peu plus long celui de l'an passé, il raconte en fait 2 fois moins de choses. Donc on a un film qui prend son temps pour raconter l'histoire, qui est quand même assez complexe, et c'est quelque chose qu'on voit bien, parce que dans la première heure, on a quasiment exclusivement des discussions, il n'y a pas énormément d'action en tout cas, et pour un film qui veut parler au plus grand nombre, qui se veut être un blockbuster, c'est quand même assez unique. Si on prend Blade Runner 2049 par exemple, dès la première scène on a de l'action, et après bien sûr il y a des moments plus calmes, mais on n'est pas obligé d'attendre 1 heure avant qu'il se passe véritablement quelque chose, et ça c'est quelque chose qui m'avait déjà frappé quand je l'avais découvert au cinéma, que j'avais trouvé intéressant. Et en plus d'être simplifié, il y a aussi le fait qu'on aborde l'histoire différemment. Dans celui de 84, il était plus question de l'empereur et de son alliance avec les Harkonnen, alors que là, on suit le récit du point de vue de Paul Atreides. D'ailleurs, ça me fait penser, je pars du principe que vous avez vu le film avant de voir cette vidéo. Ça me permet déjà de pas expliquer l'histoire longuement, et vous, ça vous permet de pas être spoilé, parce que je pense que je vais potentiellement pas me priver de parler de la fin. Donc si vous l'avez pas vu, allez voir le film et regardez cette vidéo ensuite. Et donc je disais qu'on se concentre davantage sur le personnage de Paul. On a 17 scènes sans lui en tout dans le film, dont 4 dans la première heure et 4 dans la dernière.
Donc il y a juste finalement la demi-heure du milieu dans lequel on s'éloigne un peu du personnage. Encore une fois, dans celui de 84, c'était moins le cas. On évoquait un peu toutes les dimensions à la fois, avec le risque de s'y perdre et de perdre la concentration du spectateur. Et c'est aussi un personnage qui est différent. Kyle MacLachlan et Timothée Chalamet, c'est pas la même chose. Ça renvoie pas à la même idée qu'on se fait du héros. Notamment parce que Chalamet renvoie à quelque chose de plus jeune que MacLachlan. Ce qui est assez étonnant quand on sait que tous les deux ont exactement le même âge, 25 ans, à la sortie de leurs films respectifs. Personnellement, j'aurais au moins donné 5 ans d'écart. Et ça parce que Timothée Chalamet a un côté un peu adolescent ou jeune adulte rêveur, la première fois qu'on le voit, alors que Kyle MacLachlan se tient droit avec une tenue militaire. Et donc ça pose la question de l'adaptation d'un personnage de fiction dans un film, d'un personnage imaginé par le lecteur à un personnage représenté pour le spectateur. Et le plus complexe de ces personnages à représenter, c'est sûrement le ver de sable. C'était tout l'objet du titre de la vidéo. Ce monstre, c'est à la fois le roman de Frank Herbert, impossible à adapter, mais aussi le monstre du film, le ver de sable, dont la représentation est une des problématiques majeures du film, je trouve. Ça, on le voit bien dans le Dune de 84, parce que les vers sont un peu ridicules. J'aime pas beaucoup dire ça, mais il faut admettre que c'est un peu vrai. Et du coup, quand le principal danger de l'intrigue d'un film n'est pas crédible, le danger ne l'est pas non plus, tout simplement. J'ai presque envie de dire qu'un Dune réussi, c'est des vers de sable réussis. Et Denis Villeneuve a opté pour le fait de montrer au minimum le monstre. La plupart du temps, on voit uniquement ses dents qui dévorent des individus. Et c'est un choix intelligent parce que déjà, ça déshumanise l'être, qui est juste là pour tuer finalement. Et en plus, ça rend sa présence plus surprenante que si on le voyait en dehors du sable dès le début. Il y a un côté à chaque fois inattendu de le voir arriver par en bas. Et Dune, à côté des vers de sable, c'est aussi une histoire de rêve, les rêves du personnage de Paul. La première phrase qui est prononcée dans le film, c'est « Dreams are messages from the deep », qu'on pourrait traduire par « Les rêves sont des messages issus des profondeurs », ou même qui nous parviennent des profondeurs, si on veut pousser la traduction plus loin. Et c'est une phrase qui montre bien que ça va être une problématique essentielle, que ça produit en un sens l'avenir du film, comme les rêves de Paul produisent les événements qui vont advenir. Et il y en a une autre aussi, c'est celle que prononce Duncan Idaho, quand il dit que les rêves font de belles histoires, mais que ce qui compte, c'est ce qui se passe quand on est éveillé, c'est là qu'on agit. Et cette phrase, je l'ai écoutée et réécoutée plusieurs fois, parce que je trouve qu'elle évoque bien le duel interne du personnage principal, qui est en fait à la fois quelqu'un qui souhaite combattre, comme son père a souhaité devenir pilote avant de diriger, et en même temps il travaille des pouvoirs psychiques avec sa mère. Et donc cette phrase elle est en partie fausse, parce que Paul est capable d'agir pendant qu'il rêve, et ses rêves ont aussi un impact sur la réalité. Donc il y a ces deux idées qui se confrontent et qui s'associent dans le personnage, et qui font toute sa noblesse, j'ai l'impression. Et parallèlement, Dune, c'est aussi la nécessité de créer un univers visuel que la science-fiction induit nécessairement. Il y a forcément l'idée d'un imaginaire puissant derrière, ce qui rend la tâche difficile mais aussi exaltante pour un réalisateur. Et on retrouve pas mal de similitudes avec le Dune de David Lynch. On a dit tout à l'heure qu'il y avait des différences de traitement entre les deux acteurs, mais physiquement, on n'a pas une grande différence en fait. Ils sont tous les deux bruns aux yeux marrons, avec des cheveux mi-longs, plutôt de petite taille, pas très grands en tout cas. Et puis tous les deux assez beaux, faut dire ce qui est. Et en même temps, il y a une grande différence dans l'esthétique du film. Celui de 84 était un pur produit des années 80, au niveau des effets spéciaux, des décors, des costumes, même de la musique. Toto, c'est typiquement la musique des années 80. Et dans celui de 2021, on a un style beaucoup plus épuré, une palette de couleurs plus terne, et puis la musique d'Hans Zimmer, plus liée aux musiques de films d'aujourd'hui. On a aussi une idée qui n'est pas présente dans celui d'avant, c'est le fait d'associer Dune au Moyen-Orient ou au Maghreb. Ça se voit notamment par les vêtements des habitants locaux, mais aussi tout simplement par les peaux plus mates des personnages que dans celui de 84. Et puis il y a un désir d'exotisme aussi, entre autres avec les visions de Paul, qui correspondent d'ailleurs souvent à la vision occidentale de cette région, c'est-à-dire à la fois beau et mystérieux. Et ça renvoie à l'idée que l'épice, qui est exploitée sur cette planète, est l'équivalent un peu de notre essence d'aujourd'hui,
qui est aussi exploité dans cette région du monde, le Moyen-Orient. Alors c'est pas quelque chose d'ultra poussé comme analyse, mais c'est ce que met en avant le film, et surtout que ne mettait pas en avant le précédent. Bon, il y a quelque chose qui résonne bien avec le présent. Et puis il y a aussi l'idée de l'écologie, qui est pour le coup au-delà du film, qui est présent dès le roman d'origine, et qui résonne bien, encore une fois, avec les questionnements actuels. Et c'est quelque chose dont profite le récit, cette idée, parce que c'est quelque chose qui est évoqué dès le début. Quand le personnage de Chani dit « il ravage nos terres sous nos yeux », on peut vraiment voir l'état du monde actuel. Alors mon avis, comme je l'ai déjà un peu fait sous-entendre, c'est que c'est clair que si on compare à celui de David Lynch, il n'y a pas de doute pour moi sur le fait que celui-là est meilleur. J'aime beaucoup David Lynch, c'est un de mes réalisateurs préférés, mais pour moi c'est le pire film qu'il ait réalisé. Alors j'ai entendu beaucoup de critiques vis-à-vis de la version de Denis Villeneuve, disant que ça s'éloignait beaucoup du récit original. Moi je l'analyse purement du point de vue cinématographique, sans tenir compte des liens ou non avec le récit d'origine. Je sais qu'il y a beaucoup de fans du livre qui trouvaient par exemple que la version de David Lynch respectait très fidèlement le récit. Mais d'un point de vue cinématographique, on peut pas dire que c'est un grand film. Je pense qu'il faut aussi, au cinéma, savoir se détacher de la littérature. Et donc la première chose que j'avais notée, c'est les silences qu'on entend parfois, qui étaient parfaitement respectés dans la salle lorsque je l'ai découvert. Et c'est quelque chose d'assez impressionnant, d'assez rare, de savoir qu'autour de soi on a des dizaines de personnes qui respectent un silence, sans exception, parce que c'est ça un silence, c'est aucune exception. Ça montre à quel point on est happé par le film. Et les ambiances sonores, justement, c'est quelque chose dont j'ai pas parlé finalement. Et pourtant, elles ont un rôle vraiment très important. Elles sont vraiment très prenantes dans le film, et particulièrement dans le ton, je trouve. On a presque cette basse constante qui est parfois un peu plus accentuée, et qui fait donc trembler le sol quand on le regarde au cinéma, et qui du coup évoque les vers de sable, qui sont sous la terre, et c'est quasiment une idée de cinéma 4D ou 5D. Alors je suis pas expert là-dedans, et c'est même pas un cinéma que j'aimerais beaucoup, mais là je trouve que l'idée était intéressante, parce que c'était pas fait de manière vulgaire, mais c'était une idée implicite, et en plus on a la forme qui rejoint le fond, et ça c'est toujours une idée intéressante. Et de toute manière c'est un film assez prenant, même très prenant, qui est semblable à un voyage transcendantal parfois. On évoque les rêves, on voyage dans des lieux exotiques pour nous. L'exotisme contemporain, c'est les voyages spatiaux. Et personnellement, j'y ai assisté comme on assiste à un rêve, c'est-à-dire en se laissant porter plus par les images et par le son que par le sens. Et ça, c'est une bonne idée, je pense, de l'adaptation du roman, qui a une composante très méditative, transcendantale, et en même temps une histoire assez complexe. Et je pense que c'est une bonne idée de pas devoir tout comprendre pour parfaitement apprécier le film. Là, je pense que je vais faire grincer des dents la plupart des fans du roman d'origine. Mais la littérature, c'est pas le cinéma. On a des choses en littérature qui sont pas possibles au cinéma, et inversement. Et là, pour le coup, c'est un vrai effet de cinéma. Il y a une chose que je regrette beaucoup, cependant, et c'est un peu la même chose que j'avais regretté pour Blade Runner, c'est qu'aujourd'hui on a des palettes de couleurs assez ternes dans les gros blockbusters, et c'est aussi spécifique au cinéma de Denis Villeneuve. À chaque fois on a des films originaux, que ce soit pour Blade Runner ou Dune d'ailleurs, qui avaient une esthétique très années 80, avec pas mal de couleurs, même souvent trop de couleurs, et un côté très matérialiste, avec des machines plus carton-pâte, qui ont parfois un côté ridicule d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on retrouve bien aussi dans la différence entre la série Batman de Tim Burton et celle de Christopher Nolan. Disons que dans les années 80, l'avenir c'était des objets partout, des pubs partout, et depuis les années 2000-2010, on a une vision beaucoup plus épurée de l'avenir, qui est notamment technique, je pense. C'est lié à notre manière de faire des effets spéciaux aujourd'hui, et personnellement c'est quelque chose que je regrette un peu. Je suis pas le plus grand fan du cinéma des années 80, mais au moins on avait quelque chose au niveau de la couleur qui était défini, et je trouve que c'est un peu le problème aujourd'hui des films, et surtout des blockbusters actuels, c'est qu'on ne retient en fait aucune image du film, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la musique,
Je vous mets au défi de me ressortir une mélodie, ne serait-ce qu'une mélodie, qu'on entend dans le film. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a à nouveau un intérêt pour ce type de film, la science-fiction, qu'on avait un peu perdu dans les années 90-2000. C'est une réflexion que je m'étais faite en faisant la vidéo sur 2001, j'avais pas pu la dire parce qu'elle était très longue cette vidéo. Mais je trouve que notre époque est assez comparable à celle des années 70-80 à ce niveau-là, parce qu'on a un vrai retour de la science-fiction au premier plan. Là, je crois que depuis Gravity en 2013, chaque année il y a eu une grosse sortie en science-fiction. C'est quelque chose qu'on n'avait pas il y a 20 ans par exemple. Et voilà, en dehors de ce défaut-là, j'ai presque tout aimé dans le film finalement. J'ai trouvé tous les acteurs très bons. Il y a peut-être juste Oscar Isaac, qui joue le père de Timothée Chalamet, que j'ai trouvé pas très juste dans son rôle. En fait, j'ai surtout trouvé qu'il incarnait pas tellement cette noblesse qu'induit le personnage, ni ce charisme. J'ai surtout eu du mal à croire au personnage finalement, ce qui n'était pas le cas pour Timothée Chalamet par exemple, ce qui n'était pas le cas pour Jason Momoa, ce qui n'était pas le cas pour Rebecca Ferguson, ou pour Josh Brolin ou Javier Bardem et même Zendaya. Voilà, en tout cas ça fait partie des meilleurs films de l'année, ça c'est sûr. Je savais pas trop à quoi m'attendre quand j'avais été le voir, et donc j'avais été surpris très positivement, même si j'en avais déjà entendu de bons échos. Je dois dire que j'ai pas lu le livre, ça fait partie de ceux qui sont en haut de la liste de ceux que je dois lire, parce que c'est un classique aujourd'hui de la science-fiction. Et puis c'est toujours bien de pouvoir faire le malin quand on a lu le livre. Voilà, j'ai été très content de faire cette vidéo. Cet intermède entre les vidéos de Kubrick. Je pense que la prochaine d'ailleurs ce sera sur Shining, qui doit sortir dimanche a priori. Et ensuite je pense qu'on enchaînera avec Full Metal Jacket directement. Donc si vous voulez pas les louper, vous pouvez vous abonner. Et je vous mets aussi en lien la vidéo sur 2001, dans laquelle je parle beaucoup de science-fiction. Et moi je vous dis à très vite.